à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Corsa. La voici, la voilà. Elle a été restylée également. On va l'essayer en version 100% électrique. Aujourd'hui, avec la nouvelle motorisation, 156 chevaux, avec la nouvelle batterie. Également, on va voir les différences. Et également, on va se faire, comme d'habitude, un test sur tout type de route. Je vous donne tous les détails, toutes les motorisations, tous les détails, pas tous les détails, et ainsi que les tarifs. Bon, comme d'habitude, extérieur, intérieur, la route et une petite conclusion sur la fin. Excusez-moi, je vous vois là, vous regardez cette petite vidéo avec attention. Je crois que vous n'êtes pas tous abonnés. Il y a 80% des gens qui regardent des vidéos sur la chaîne qui ne sont pas abonnés. Et moi, ça m'aide énormément si vous pouviez cliquer sur le petit bouton s'abonner. Si vous mettez la petite cloche, c'est encore mieux. Un petit like, c'est parfait. En tout cas, je vous fais des bisous à tous ceux qui le font. Merci beaucoup. On est très bientôt 100 000. Peut-être qu'on est déjà 100 000 maintenant que vous regardez cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir. La nouvelle Corsa, elle est disponible avec deux motorisations électriques. Donc, soit les anciennes plateformes avec la version électrique 136 chevaux et la batterie 50 kWh, soit cette nouvelle version avec le moteur 156 chevaux, donc 20 chevaux supplémentaires, et une batterie 51 kWh. Les batteries et le moteur ont été vraiment plutôt bien revus, ce qui normalement donne une meilleure efficience. L'ancienne version, elle était donnée pour 350 km environ. La nouvelle version est donnée pour 405 km. On verra un petit peu les consommations lors de cet essai. Ici, on est dans un beau domaine aux alentours de Tours. Ça, c'est pour les deux versions électriques. Pendant qu'on y est, les versions électriques, alors j'ai trouvé la petite information qui est assez sympa. On a le mode éco, normal et sport. En mode éco, les voitures sont bridées à 82 chevaux. En mode normal, elles sont à 100 chevaux. Et ensuite, mode sport, c'est la puissance maximum du moteur, soit 136 ou 156 chevaux, selon les versions. Pour les versions électriques, les tarifs commencent, eux, à partir de 36 900 €. Pour les versions thermiques, les voitures commencent à 19 200 €. Dans les versions thermiques, pour le moment, 3 moteurs, mais il y aura de nouveaux moteurs également. Pour le moment, le 1,2 litre, 75 chevaux en Atmo, le 1,2 litre turbo qui fait lui 100 chevaux dans sa première version, et ensuite le 1,2 litre turbo EAT8 plus puissant à 130 chevaux. La première version 75 chevaux, il est disponible qu'en boîte manuelle et une boîte 5 vitesses. Le deuxième, la première turbo à 100 chevaux, est disponible soit en boîte de vitesse 6 rapports, soit la EAT8 qu'on connaît chez Stellantis. Et ensuite, la version turbo la plus puissante à 130 chevaux, elle est disponible seulement en boîte EAT8. Au niveau des accélérations, 75 chevaux, ça donne un 0 à 100 en 13 secondes 2, ce qui est quand même assez mou, hein. C'est même très mou. Ensuite, les autres versions, pour la boîte de vitesse manuelle, 9 secondes 9, 10 secondes 8 pour la boîte EAT8, pour la version 100 chevaux, et la version 130 chevaux, un 0 à 100 en 8 secondes 7, ce qui est plutôt correct. Pour les versions électriques, la 136 chevaux, 8 secondes 7 également, et 8 secondes 1 pour cette version aujourd'hui. 8 secondes 1, ça commence à être correct et plutôt appréciable, et ça aide un petit peu pour dépasser ou s'insérer. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de puissance. Au niveau des nouveaux moteurs, ce sera le nouveau 1,2 litre qui arrivera avec la micro-hybridation 48 volts, ce que j'ai essayé sur le C5 Aircross et également sur la nouvelle 3008. Alors pas la nouvelle 3008, mais la 3008 d'avant avec le motorisation 1,2 litre hybride. On avait essayé ça en Espagne pour ceux qui suivent bien la chaîne, mais il y a une nouvelle 3008 qui arrive également, 100% électrique pour ceux qui ont suivi la chaîne. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle fait 4,06 m de long, 1,77 m de large sans les rétros, ou 1,96 m avec les rétros ouverts. D'ailleurs, les rétros, ils me rappellent énormément ceux de la 208. Et 1,44 m de haut. Au niveau du châssis, c'est la même plateforme que la Peugeot 208, sauf que là, c'est version Corsa avec tout le reste qui est restylé. Mais on retrouve quand même pas mal de choses qui est mutualisé au niveau du groupe Stellantis. Au niveau du diamètre de braquage entre murs, petite citadine, donc 10,40 m, c'est censé braquer assez bien et passer quasiment partout. Au niveau du poids pour cette version électrique, on est aux environs de 1440 kg, un tout petit peu plus pour cette version avec la nouvelle batterie et 20 kg de moins à peu près pour l'ancienne version. Pas forcément de grosses différences. On l'a aujourd'hui dans une version très optionnée, le top du top, et elle est affichée en prix catalogue à 42 000 € cette version. 42 000 €, je crois qu'il y a des concurrents américains qui font quelque chose de pas vraiment beaucoup plus cher. Hâte de voir ce que ça donne, puisque je ne l'ai pas essayé encore, mais j'espère que c'est justifié. Au niveau de la recharge, comme avant, on a un chargeur de base à 7,4 kW, un chargeur en option à 11 kW, et ensuite on peut recharger en courant continu jusqu'à 100 kW, ce qui donne un 20
à 80%, entre 25 et 27 minutes selon la version. Celle-ci, c'est 27 minutes, batterie un tout petit peu plus grosse. Sur la partie avant, et d'ailleurs la teinte, je l'ai vu en posant la caméra, vous avez entre celle-ci et celle-ci, c'est exactement la même teinte, mais selon l'angle, eh bien en fait ça change un petit peu. C'est assez incroyable, et quand je m'approche là, eh bien elles ont exactement la même teinte, mais selon les reflets et autres, je trouve que c'est une teinte qui évolue vraiment vachement. Sur la partie haute, on a une biton, le toit noir et les montants ici en noir avec les rétros noirs, donc partie haute en noir. On a le petit pli de carrosserie en plein centre de cette voiture. On retrouve plus bas cette nouvelle calandre avec le logo Opel qui est directement incrusté dessus. Ah non, c'est juste qu'il est posé avec le Opel écrit au centre avec le logo, tout en noir. Je trouve ça plutôt discret et assez sympa. Ça la rend un petit peu plus badass également sur cette voiture. Et ensuite, le bandeau s'étire jusqu'à ces feux qui sont en LED. On a des feux matriciels en LED avec 14 segments qui permet de détourer les voitures et pouvoir rester en plein phare par exemple sur route de nuit, ça va détourer les voitures. Ça c'est seulement sur les versions les plus optionnées où ce sera une option. On a le clignotant qui s'affiche sur la paupière en hauteur et donc on a cette grande bande LED avec deux petits bandeaux sur les côtés et feu 100% LED. Ensuite tout est peint sur cette voiture, enfin sur cette finition, on n'a que des finitions haut de gamme aujourd'hui. Plutôt joli, avec ces parties sur le côté qui sont là que pour le design, pas d'entrée d'air et pas de rideau d'air sur le côté, donc c'est censé être assez aérodynamique de cette façon. De ce côté-là, de quoi mettre le crochet. Le support de plaque directement sur la carrosserie, donc on n'a pas d'extension. Un petit peu plus bas, les capteurs d'aide à la conduite, donc on va voir ce qu'on a comme aide à la conduite lorsqu'on sera au volant. Et une partie basse entièrement, pareil, en noir brillant. C'est plutôt joli, c'est bien fini. Et plus bas, on retrouve les anti-brouillard. Sous le capot de cette voiture, comme je vous disais, pour le moment, on a 5 motorisations, il y en aura 2 supplémentaires qui arriveront, seulement des versions essence ou électrique, pas de diesel. Et donc là, ce que je vous montre, c'est le bloc actuellement électrique 156 chevaux. Sur les côtés, on reconnaît une petite voiture compacte, assez mignonne, mais quand même avec du style. J'ai l'impression presque de retrouver une Astra de l'époque en un petit peu plus compacte. Donc comme on peut le voir, le biton, pas de chrome du tout, des joints ici en caoutchouc qui font le tour, des parties laquées ici, le toit en noir, et on a même une version avec le toit pas ouvrant, toit vitré. Je trouve ça super cool sur une petite voiture comme ça. À l'arrière, ce que j'aime beaucoup, donc c'est l'antenne type requin et surtout ce béquet ici qui est posé en 2 parties qui donne un côté vraiment beaucoup plus sportif à cette voiture. On retrouve donc les rétros ici avec les répétiteurs de clignotants, on a même l'avertisseur d'angle mort à l'intérieur. Au niveau des jantes, on a du 17 pouces aujourd'hui, on pourra bien sûr retrouver les jantes un petit peu plus petites également en 16 pouces. Des poignées type frigo, ça c'est ce qu'on a sur les autres voitures du groupe également. On a la clé avec le keyless, on s'éloigne de la voiture se verrouille, on s'approche, elle se déverrouille directement. C'est bien pratique, avec quand même de quoi réouvrir avec la clé si on n'a plus de batterie. On a des lignes, alors une ligne tendue là qui fait quasiment tout et ensuite qui fait un petit hop, une toute petite vaguelette ici. Et là sur l'avant, pareil, on a une petite vague qui vient se refondre dans la ligne du phare avant. Ensuite sur le bas, c'est très simple, mais tout est peint, couleur carrosserie, c'est plutôt joli. De ce côté-là, donc on retrouve la trappe de recharge avec la prise donc 7,4, 11 et 100 kW. Et quelque chose d'assez simple, avec un petit bloc à l'arrière 3D, du plus bel effet. Franchement, c'est une petite voiture très mignonne. Sur l'arrière, les optiques sont entièrement à LED également, et on a cette petite signature ici qu'on reconnaît de chez Opel. Depuis le Mokka, je trouve qu'ils ont vraiment évolué, et niveau design, franchement, bien joué. Et j'avoue que la Opel, je connais très bien parce que ma maman, elle a eu une Opel Corsa A qu'elle avait achetée, je crois, 1 mois après que je sois né. Très rigolo. Et j'ai toujours bien aimé la Corsa, puisque c'était la première voiture que j'ai connue au final. Le long béquet sur le haut, le 3e feu stop intégré ici en cristal. L'essuie-glace bien pratique sur ces voitures. Le logo ici avec l'ouverture qui est à l'intérieur. Alors l'ouverture, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est vraiment derrière. En fait, c'est juste un tout petit caoutchouc sur lequel il faut bien appuyer et peut-être un petit peu étroit. Le Corsa rappelé directement en noir, en lettrage, et le E sur l'extrémité pour rappeler que c'est une version électrique. Et pareil, sur l'arrière, tout est peint, sauf la partie tout en bas, où on a un plastique brut, mais de plutôt bonne qualité, avec le feu anti-brouillard. Une caméra de recul, les radars de parking sur l'arrière et de quoi mettre l'anneau, et sur les côtés, ces parties qui élargissent un petit peu la voiture, qui la rendent un petit peu plus virile, avec les réflecteurs. Tout est en LED, et pareil, le clignotant, c'est une petite partie LED qui s'allume sur le côté. Au niveau du volume de coffre, c'est juste électrique pour l'ouverture.
On a la plage ici en rigide, qu'on peut bien sûr enlever. Et d'ailleurs, ils ont oublié de remettre ça. Hop, la petite cordelette. On a les câbles de recharge. Alors, je ne sais pas si la mallette elle est offerte quand vous achetez la voiture, mais en tout cas, on a ça. Avec des scratchs ici pour que ça se scratche justement sur cette partie. En dessous, on a un kit anti-crevaison. Au niveau du volume de coffre, 267 litres dans la version électrique et 309 dans la version thermique. Un petit peu plus spacieuse, version thermique. Est-ce que je vais rentrer là-dedans? Je ne crois pas rentrer avec ce sac, je vais devoir le bouger un petit peu. Hop. Alors vous me connaissez. Je vais peut-être rentrer que comme ça, avec le sac. Bon, le sac est quand même assez balèze. C'est peut-être moi qui mange un petit peu trop. Hop. Bon allez, allons voir les places arrière. Alors, au niveau des places arrière, voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est une entrée assez étriquée, hein, et on peut voir que, alors même moi, si je mets mon pied comme ça, je fais du 44, et ben mon pied ne passe pas du tout. Pourtant, le siège à l'avant, il est réglé pour moi qui conduis. Donc, je suis obligé de tordre mon pied, glisser ma jambe, me contorsionner. Alors, j'ai un torticolis encore, c'est pas très pratique. Et ensuite, je viens m'installer. Je relève mon appui-tête. Alors, je viens fermer la portière. Portière entièrement en plastique dur, pas d'accoudoir ou autre en mousse. Tout est en plastique. J'ai la commande de fenêtre quand même, la poignée, un petit haut-parleur en bas et un vide-poche pour mettre une petite bouteille. Au niveau de l'espace, alors, moi je fais 1m80. Je vous avoue que si je me tiens droit, comme je devrais me tenir normalement et pas être affalé, eh bien j'ai la tête qui touche derrière ici. Alors c'est creusé quand même, donc si je mets ma tête un petit peu en avant, ça va. Par contre, dès que je vais un petit peu en arrière, je me mets la pointe de la tête directement sur la pointe ici. Au niveau des genoux, j'ai de l'espace, les sièges sont bien creusés, donc ça c'est bien. J'ai de la place pour les pieds, mais pareil sous le siège, ils ont mis en fait une sorte de petite partie relevée qui me permet pas de bien mettre mes pieds plus loin sous le siège avant. Donc bah moi je fais du 44-45, clairement j'ai 3 cm de battement en fait pour mes pieds à l'arrière. Bon après ça reste une voiture citadine, hein. Ce n'est pas une grosse berline ou un SUV. On ne peut pas tout avoir. Chacun a sa poignée, on a 4 poignées, pas d'éclairage à l'arrière, pas de ventilation à l'arrière, partie ici plastique dur également avec 2 ports USB-C. Ça c'est plutôt pas mal pour recharger son téléphone, ses tablettes ou autre. Bon sinon ça va. Au final, les sièges sont plutôt fermes, ça c'est une caractéristique des Opel, je pense, parce que toutes les Opel où je suis monté, c'est toujours été des sièges fermes, et c'est pas forcément plus mal, parce que je trouve que des fois, dans des sièges trop mous, on n'est pas forcément si bien installé, et pour les longs trajets, des fois un petit peu de fermeté, ça fait pas de mal. On a les poches à l'arrière des 2 sièges. Ici, on a une sorte de simili-cuir sur ces parties, tout comme ici, et une sorte d'Alcantara, ça ressemble un peu de l'Alcantara avec des belles surpiqûres en tout cas, et les fixations Top Taser et Isofix sur les 2 sièges à l'arrière, avec toujours les petites zippettes. Voilà, on va passer au centre. Alors, il faut vraiment que je torde mon pied pour le mettre vraiment parallèle comme ça, le faire passer. La place du milieu, hop, les ceintures, elles ne me gênent pas, elles sont montées sur des lanières. J'ai quasiment autant de place au milieu, au niveau de la tête et au niveau des genoux, sauf qu'il faut que j'écarte un petit peu mes pieds, puisque là par exemple, là ce siège est réglé pour moi, je ne peux pas mettre sur, sur le rail comme ici. Par contre à cet endroit-là, j'ai une très belle vue sur ce toit quasiment panoramique, hein, qui est plutôt joli. J'avoue que j'aime beaucoup et c'est agréable dans ce genre de voiture. Au niveau des genoux, ça va. L'assise n'est pas forcément plus ferme que sur les côtés. Et le dossier, par contre, le dossier est beaucoup plus moelleux que ce qu'il y a sur les côtés. Donc, au final, je suis bien ici et je suis quand même assez calé parce que ça se creuse vraiment au niveau du centre de mon dos. Ce qui fait que je suis plutôt bien assis, juste avec les jambes un petit peu écartées. Au final, c'est pas mal. Et au niveau de la tête, comme je dis, c'est comme sur les côtés. Plutôt une bonne chose. On a la 3e ceinture qui est directement sur la banquette. Et la banquette arrière se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Allez, allons voir ce qui se passe maintenant à l'avant. Allez, point de vue de moi directement, comme ça vous pouvez voir cette arrière. Alors j'aime beaucoup les 3 quarts arrière sur les voitures en ce moment. Je sais pas pourquoi je suis fan, mais cette partie-là, je la trouve très sympa. Voilà, hop, et je vais me diriger directement ici. Poignée normale, la clé, je l'avais mise là. Donc on connaît à quoi ça ressemble dans le groupe. C'est toujours les mêmes, sauf que le logo change et cette partie centrale change un petit peu. Ouverture du coffre, déverrouillage de la voiture et fermeture de la voiture.
Allez, au niveau de la porte, donc au niveau de la portière, partie plastique dure tout autour et une sorte d'alcantara ici, donc qui finit bien cette partie avant. Et pareil, ici c'est peint avec une sorte de peinture métallisée et des paillettes. J'avoue que ça j'aime bien. Poignée ici, partie plastique et un petit accoudoir ici, un petit peu moussé avec une imitation cuir. Ensuite on retrouve les fenêtres avec les commandes et le réglage des rétroviseurs ici. Et de quoi mettre une grande bouteille d'1,5 litre à l'avant. Un haut-parleur dans la portière, de quoi ouvrir le capot avant et double pédale puisque c'est une version électrique, donc pas d'embrayage. On peut voir les petits tapis de sol qui vont bien, les sièges ici avec les bourrelets électriques, mais sinon l'avance et le recul sont manuels, tout comme l'inclinaison du siège. Ça là, hop, on ferme ça et je me recule au maximum. Donc l'écran me dit, voilà, si tu veux démarrer, tu appuies sur le frein et autres. Donc je vais le faire de suite. Pied sur le frein, le bouton de démarrage de la voiture est ici. Donc voilà, elle me dit bienvenue. La climatisation, on va couper pour que ça fasse pas de bruit. Volant quasiment rond avec un méplat sur le bas, alors c'est plutôt stylé. On peut voir qu'il y a des parties de cuir avec les surpiqûres, des parties repiquées ici également, tout comme un petit peu plus haut. C'est franchement joli, on a l'impression d'avoir un volant assez haut de gamme. De ce côté-là, on va voir tout ce qui sera aide à la conduite, plus vite, moins vite, activer, désactiver, la vitesse et la distance qui me sépare avec la voiture de devant, le volant chauffant en plein centre, ça c'est très bien. Ça c'est limiteur ou régulateur. Ensuite, on peut mémoriser ou lorsqu'il y a la lecture des panneaux, on appuie sur même et normalement ça se met à la bonne vitesse. De ce côté-là, ce sera le volume pour la radio. On peut mute directement ici. Alors ça c'est bien qu'il y ait la touche mute juste ici. Changer de musique, changer de source, passer du Bluetooth à la radio, au DAB ou autre chose. Commande vocale et décrocher, raccrocher au téléphone. Les commandes vocales, je vous avoue que dans ce type de voiture, c'est pas forcément waouh. Derrière, on retrouve les essuie-glaces arrière avec un mode automatique. Et de ce côté-là, on n'a pas les feux, on a juste les appels de phare, les clignotants et ici de quoi changer les infos qu'on aura au centre sur le petit bouton juste au bout qui va me donner des informations différentes sur cet écran. Pour les phares, chez Opel, ça reste toujours ici, comme la plupart des voitures allemandes. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours mis là, mais même les Audi, etc., ça a toujours été là. Même les BMW d'ailleurs. Là, un aérateur ici avec le petit bandeau blanc et le bandeau blanc traverse ici l'habitacle. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais donc là c'est contrasté avec le gris comme sur les portières métallisées et ce blanc, pareil, qui a l'air d'être un blanc de carrosserie. Ensuite, on retrouve cette partie ici qui est un petit peu moussée avec des étoiles à l'intérieur. Alors, si la mise au point veut bien se faire, on peut voir que c'est rempli de plein de petites étoiles Mercedes. Je dis ça, mais c'est une Opel, hein, mais j'aime bien, ça ressemble vraiment à l'étoile de chez Mercedes. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Ensuite, on retrouve un écran derrière ici, un écran très simple, un écran 7 pouces, où je peux faire défiler les infos, comme je vous disais, donc avec les trajets, les consommations instantanées, et voilà ce que j'ai juste ici. Sinon, il faudra aller dans les menus pour modifier cet écran, si on peut. Ensuite, sur le haut, on a la vitesse, lecture de panneaux, là je suis en parking, il me reste 98% de batterie, et 98% de batterie, ça m'indique 400 km d'autonomie. C'est plutôt pas mal. C'est rappelé également là, ici, si je veux. Donc, et également là. Donc là, par exemple, on a 3 fois l'indication de batterie. À gauche, c'est le kilométrage total de la voiture. Et là, on a le parking et ceinture non attachée. Après, on a les informations également pendant les aides à la conduite qui peuvent être activées lorsqu'on va rouler. Ensuite, cet écran, on le connaît dans le groupe Stellantis. On a les mêmes graphiques que chez Peugeot ou également Citroën, si vous connaissez. On a la touche Home directement ici en physique avec les widgets. Donc là, on peut avoir à la radio, la climatisation, etc. Ce qui est bien, c'est que la climatisation, il y en a un bloc en bas, je vous remontre ça après. Donc là, par exemple, on a l'état de la batterie, on a les statistiques, les flux d'énergie, la recharge. Je peux programmer également ma recharge si je suis à la maison. Donc raccourci Home ici, à chaque fois. Je peux faire défiler du haut pour avoir le mode invité ou des profils personnalisés, luminosité, le Wi-Fi, connecter les appareils, etc. Donc ça, c'était de cette façon, et des raccourcis d'aide à la conduite en touchant sur la voiture ici. Donc on peut se créer des raccourcis, par exemple pour l'antipatinage, désactiver les angles morts, système freinage automatique, et ensuite on a les fonctions de la voiture et les tutoriels si vous voulez découvrir votre voiture, tutoriel par exemple, là qui vous explique dans une petite vidéo. Allez, je ne l'ai jamais fait.
Améliore la sécurité de conduite en intervenant en cas de changement de voie involontaire. La fonction est active à partir de 70 km/h. Quand le véhicule approche du bord de la route ou d'un marquage de ligne, il est doucement redirigé vers le milieu de la voie et l'icône d'aide au maintien dans la voie clignote en orange. Quand le changement de voie est volontaire, utilisez le clignotant pour éviter une intervention de la fonction. Oh, bah oui, parce que si on met pas le clignotant, ça Quand le bip bip. système détecte que vos mains ne sont pas sur le volant, il vous avertit par un message et un signal sonore. Pour des raisons de sécurité, l'aide au maintien dans la voie est automatiquement activée à chaque démarrage du véhicule. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant sur le bouton « Système d'aide à la conduite avancée » en faisant défiler jusqu'à l'entrée de menu et en décochant le curseur. Très bien. Merci Opel. Un symbole d'avertissement sera affiché pour indiquer que le système est désactivé. Voilà. Ça peut être bien de le désactiver, par exemple sur les routes de montagne où souvent on va mordiller, où il n'est pas possible tout le temps de rester dans sa ligne, où c'est comme plus pratique de mordiller un petit peu les lignes et traverser des fois un petit peu plus tout droit. Mais attention à faire ça, surtout quand on a la visibilité. Allez, je retourne au home de ce côté-là. Enfin, verrouillage. France Inter, doucement. Verrouillage, déverrouillage. Warning ici avec le bruit des clignotants, je vous laisse écouter. Déverrouille. Deux aérateurs également au centre. Un petit peu plus bas, le bloc climatisation. Donc siège chauffant sur 3 positions pour moi et pour mon passager. Ensuite, le menu climatisation, lorsque j'appuie ici, je vais activer le menu sur l'écran de où est-ce que je veux me faire ventiler. Par exemple, moi j'aime bien les pieds et le pare-brise. La puissance de ventilation qui va jusqu'à 8. Là, ça fait beaucoup de bruit, ça souffle très fort. 1, ça me va très bien. Ou désactiver. Ensuite, on a la climatisation ici. On peut mettre le préconditionnement également. Ça veut dire prévoir que la voiture soit chaude demain matin à 8 h. Donc ça, je peux le planifier également. Ensuite, dégivrage avant, dégivrage arrière. Le mode auto, j'appuie sur auto pour que la voiture gère d'elle-même. Ensuite, je peux régler également de cette façon ou en tactile sur l'écran. Recyclage d'air juste ici. Plus bas, on retrouve une prise 12 volts, un port USB type C, donc recharge rapide, et le chargeur par induction en plein centre. Ici, on a la conduite de niveau 2. Lorsque j'appuie ici, ça veut dire qu'on va avoir le centrage dans la voie. Et ça, c'est désactiver les aides à la conduite. Donc, ce qu'on a lu la petite touche tout à l'heure. Donc, soit on peut le faire directement ici grâce à un raccourci. Très bien pensé Opel. Et là, ça pourrait être d'autres options. Ensuite, ça, c'est le sélecteur de vitesse. Là, on est en parking. On peut voir que le P est allumé. Pour passer une vitesse, j'appuie sur le frein, je tire vers moi, et là je suis en drive, donc il n'y a qu'une seule vitesse sur les boîtes automatiques, et là je peux rouler. Si je passe en reculé, je bascule ça vers l'avant, je passe en reculé avec une caméra qui est plutôt de bonne qualité, et qui petit à petit, lorsque je vais reculer, affichera également ce qui se passe sur le côté de la voiture. Ça, c'est bien connu également, c'est la caméra qui enregistre et qui fait la photo et qui avance de cette façon. La touche B qu'on utilisera tout à l'heure pour faire de la récupération d'énergie, on dirait qu'on peut même l'activer en reculé, ça c'est marrant à essayer. Et donc en drive, j'appuie une fois, je suis en drive, j'appuie sur le B, je suis en récupération d'énergie, ce qui est très pratique ça, pour la montagne ou pour la ville. Parking, je rappuie en haut. Ici, on a le frein de stationnement qui s'enlève automatiquement. Et ensuite, les drive modes ici, donc avec le mode Eco. Donc, on le voit de cette façon. L'écran passe un petit peu en vert. Le mode normal qui passe l'écran en jaune. Et ensuite, le mode sport, sûrement en rouge, je suppose. En rouge. Et également, on va voir les thèmes qui vont changer. Donc, par exemple, ici, c'est passé en rouge. Et également, tous ces thèmes à cet endroit qui vont passer en rouge, jaune, par exemple, si je repasse comme ça, ou ce vert un petit peu, vert canard un petit peu. Ensuite, donc la clé ici, là on a un télépéage, mais on a de quoi poser sa clé par exemple à stand. Ensuite, on a juste ici de quoi poser sa clé ici, deux porte-gobelets avec des bouteilles. On peut voir des petites bouteilles et un rangement également ici à l'intérieur avec cet accoudoir qui avance et qui recule plutôt bien. Les sièges, je ne vous ai pas montré les sièges d'ailleurs, je suis bien en parking. Les sièges ressemblent à ça à l'avant, un petit peu comme à l'arrière, avec cette partie imitation Alcantara au centre et imitation de cuir sur les côtés avec des surpiqûres. Ils ont l'air d'avoir un maintien plutôt correct et ils sont moelleux mais un petit peu fermes avec cet appuie-tête qui est très droit. Et le toit ici, il fait pas très beau aujourd'hui.
Sur la partie haute, on a la touche SOS en cas de problème, la touche assistance, l'éclairage en LED au centre et l'éclairage en LED sur les côtés avec des touches physiques. Le rétroviseur, très simple avec les gros bords en plastique encore, il se teinte automatiquement grâce à la petite LED. Juste ici, sur la partie haute, on retrouve le pare-soleil, quelque chose de très simple. Des haut-parleurs également à cet endroit-là. Le son est franchement pas mal. Et puis il ne reste plus qu'à aller laisser cette voiture. C'est parti, allez, let's go! Bon, nous voici à bord, encore une fois avec Jalil, que vous avez retrouvé dans la vidéo il y a 2 jours avec la Kia EV9. Et ouais, on se quitte plus. On se quitte plus, c'est bon. En fait, pour rien vous cacher, en fait, c'est un petit milieu où tout plein de journalistes se rencontrent très souvent, où il y a des essais comme ça, et il y a plein d'autres voitures, comme vous avez pu le voir dans l'intro. En fait, on se rencontre tous avec tout le monde, hein, l'Automobile Magazine, Automoto, Turbo, les journalistes, la télé. En fait, c'est un mix un petit peu de tout. Et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et puis, merci Jalil aussi d'être très sympa et d'accepter de faire partie de cette vidéo. Avec grand plaisir. Bon, il fait un petit peu pas beau, mais il va peut-être faire beau. Donc c'est parti dans cette version 156 chevaux, 100% électrique. On part à 98% d'autonomie, 400 km indiqués au compteur. J'ai tout remis à zéro, on va voir ce que ça donne sur cette boucle. On a 2 heures de boucle normalement, on va faire un petit peu tout type de route. Donc drive, si tu veux bien. J'avais pas démarré pour de vrai. Drive, et donc on a le mode B ou le mode D. Là on va commencer directement en descente, donc je vais laisser le mode B, ce qui va me permettre justement de récupérer un peu d'énergie si c'est possible, puisque souvent lorsque la batterie est chargée à 100%, on ne peut pas rajouter des petits électrons dans la batterie, puisque en fait c'est déjà chargé à 100%. Donc quand vous rechargerez votre voiture électrique à fond, sur les premiers kilomètres on ne pourra pas utiliser le mode B. Donc là par exemple, il est actif. Il est actif. Après 800 mètres, tournez à droite, rue Saint-Georges. T'as entendu cette petite voix? Elle a l'air gentille, cette dame. Toute douce. Toute douce. Mais je vais elle a l'air surtout très humaine. Oui, là où beaucoup de voix sont super synthétiques. Alors, on a une direction très légère, ce qui est bien pour une voiture citadine. Elle a l'air de se faufiler plutôt bien. On a une route plutôt dégradée ici. On va voir la fermeté. On sent que ça reste quand même un petit peu ferme. On va mettre le mode automatique des essuie-glaces. J'aime bien quand c'est en auto. Et c'est parti pour la route. Alors, est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche? À droite. Vous arriverez à destination à 15h43. Très bien, merci. Comment on l'appelle cette dame? Ah, il faut lui trouver un nom. Ouais. C'est une voiture allemande, Gertrude. Gertrude. Voilà. Merci Gertrude. Mais par contre, j'aimerais vraiment bien désactiver ce son. On va te mettre en plein écran, toi. Et non, ça c'est pour ça. Attends, tu veux que j'essaie de trouver comment on fait recentrer. Tac, ok, là on est bon. Là, juste ça. Ah voilà, parfait. Alerte uniquement. Parfait. Rue Saint-Georges. Bon, on commence. Ah, du soleil. Ça fait plaisir. 50 km/h sur une route assez dégradée. Faut pas oublier que c'est mouillé aussi, donc on a un petit peu d'eau qui remonte dans les arches de roue, qui crée un petit peu plus de bruit. On a quand même pas mal de remontées de bruit dans l'habitacle. Là ça va, c'est un goudron un petit peu mieux. C'est plus sympa. Donc là on est parti en mode normal également. On a le mode éco. Donc le mode éco, si vous avez bien retenu tout à l'heure le nombre de chevaux que ça faisait, vous vous rappelez ou pas? Je vais vous le redire parce que je suis très sympa. Donc en mode éco, on a 82 chevaux. En mode normal, on a 100 chevaux. En mode sport, on a les 156 chevaux. Bien sûr, tester le tout en mode éco. Donc on sent, lorsqu'on appuie sur la pédale, que c'est vraiment beaucoup plus progressif. Donc sur le début, c'était là qu'il fallait tourner. C'est pour ça que je te voyais. J'ai rien dit exprès, mais c'est pas grave, on peut faire demi-tour au rond-point. Ouais. Mais donc sur le mode éco, on sent que la pédale est très progressive. Sur le début, il ne se passe pas grand chose et ensuite petit à petit, ça vous en met un petit peu plus. Le mode normal tout de suite amène un côté un peu différent et le mode sport, lui, ça marche quand même pas mal. Ouais, ça marche bien. Ouais. Mais d'un côté, 156 chevaux dans ce genre de petite voiture, c'est plus que largement suffisant au final. Ouais, je suis d'accord. Clairement, c'est la puissance de version un peu sportive il y a quelques années en fait. Exactement. Finalement. Donc, non, je pense que c'est vraiment pas mal. On va se faire le demi-tour. Alors le test au rond-point sous la pluie, c'est pas forcément le plus rigolo. En plus, ça c'est un gros rond-point, donc on va pas forcément le tester ici. On a un bruit de clignotant un petit peu comme chez Peugeot. C'est que
C'est étrange. Comment cela se fait? Comment se fait? Bon, c'est plutôt agréable. Je vais repasser en mode normal parce que le but c'est pas de consommer le plus possible. Et je sens tout de suite, t'as senti la décélération? Ouais, carrément. C'est d'un coup, tu sens que la cartographie de l'accélérateur, quand tu gardes le pied au même point, c'est plus du tout la même. Exactement. Et ça, on le sent vraiment. Bah, si par exemple on se met là en ligne droite, je bouge pas mon pied de l'accélérateur. Et d'un coup, oh, ça s'emmène. Alors, le petit reproche que je peux faire sur les voitures du groupe entier, c'est par exemple, en fait, tant que le mode, si tu appuies par exemple sport, il faut attendre que l'écran, que tout se mette en sport pour que le répondant arrive en sport. Et tu peux pas faire sport et ça passe en sport. Et deuxième chose aussi que je reproche, c'est, tu vois, par exemple là je suis en mode sport, souvent une voiture électrique, quand tu appuies à fond sur la pédale, ça va vite. Et tu vois là, je peux aller. Ah oui, c'est vrai. Au fond de la pédale. Il y a une espèce de latence. Ouais, voilà. Et il se passe rien. C'est ici, je crois. Mais cette fois-ci, il nous l'indique plus. Ah ouais, bah écoute, c'est pas grave, il va recalculer. J'espère. C'est la seule petite chose que je trouverais, c'est en mode sport, ça manque un petit peu de répondant. En fait, si on est déjà le pied sur la pédale, ça y va. Mais des fois, si je relâche et que j'ai besoin d'accélérer fort d'un coup, ça va pas y aller. Et sur toutes les voitures. Ah non, au final, il a pas recalculé par ici, finalement. Il a pas recalculé. Oh. Il nous dit de faire demi-tour. Si, attends, regarde. Et voilà, parfait. Impeccable. Alors là, sur une zone dégradée, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui était revu pour cette voiture. Mais Opel, ça a toujours été un petit peu ferme. Ouais. Tu vois, et ils ont toujours eu un comportement un petit peu différent des autres. Et on sent que, même en faisant des gauches-droites, la caisse, elle n'a pas l'air de trop s'appuyer. On verra ça sur des petites routes un petit peu différentes. Et ce que j'aime beaucoup également avec l'électrique, c'est par exemple, là, on est quand même dans une montée qui est assez pentue. Là, surtout si on s'arrête là, enfin, on le voit que le côté électrique, c'est on peut s'arrêter dans le silence. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent quand même l'aide au démarrage en côte. Même si en électrique, c'est super facile, donc je peux relâcher le frein. Ça me laisse 2 secondes avant que ça reparte en arrière. Et donc ça me permet de réaccélérer. Et ce qui est top, c'est qu'on peut repartir très progressivement. Et ça, c'est un vrai confort, je trouve, sur l'électrique. Par contre, on sent vraiment la carto qui change énormément. Ouais, d'un mode à l'autre. Ouais, et là, je suis en mode B depuis tout à l'heure, donc avec la récupération. Et lorsque je désactive le mode B, la pédale d'accélérateur rechange encore. Donc, c'est plein de paramètres. Après, c'est à votre habitude, Dodan. On sent l'arrière est beaucoup plus ferme. Ouais, ça a l'air plus ferme. Mais ça n'a pas l'air inconfortable. Droite, oui. C'est bon, j'essaye de suivre cette fois-ci. Et voilà, après c'est à vous de le faire à votre goût, mode D, mode B, mode sport, mode normal, mode éco. L'idéal c'est d'utiliser le mode normal dans quasiment toutes les situations ou le mode éco si vous roulez vraiment de façon pépère, comme moi je le fais assez souvent. Et c'est un côté un petit peu plus agréable, ça vous fera faire en même temps des distances plus longues normalement, puisque justement la façon d'accélérer ce sera beaucoup plus progressif. Et ça fera que ça consommera moins. C'est comme une voiture thermique. Au final, si on appuie plus fort sur l'accélérateur, ça va consommer plus. Donc là, on est sur des petites routes. Alors, on va se mettre à 70. C'est quand même assez dégradé. Il y a des patchs un petit peu partout. Et c'est pas inconfortable. Non, ça va. La filtration est pas trop mauvaise, ouais. Enfin, en passager, en tout cas, de ce que je ressens, c'est pas désagréable. La pédale de frein plutôt progressive. On sent que par contre, dès qu'on arrive à avoir un petit peu de mordant, ça va... Ah non, ça reste quand même plutôt progressif. Je pensais que ça allait être plus fort. Ah, par contre, sur la fin, à basse vitesse, ça mord assez fort. Après, bon, petit à petit, on s'y habitue, hein, c'est comme toutes les voitures. Les premières fois que je prends des fois des Porsche, ça mord assez fort et petit à petit, on s'y fait et on devient de plus en plus... j'ai pas le mot en français. Fin, voilà. Dans la gestion. Le gentle sur la pédale. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler anglais des fois, je dois regarder trop d'émissions anglaises. Mais non, petit rond-point de ville, test rayon de braquage, 10,40 m. C'est bien le job. Ouais, et c'est vrai que maintenant qu'on a l'habitude de faire énormément d'SUV, bah, ça braque pas souvent dans ce genre d'endroit. Donc non, c'est plutôt agréable. Mal, ouais. Pour les manœuvres, pour aller se stationner et autres, ça restera un vrai plus. Bon allez, on continue comme ça.
J'essaye de vous trouver une petite route à 80-90 et ensuite on va se faire du 110-130. Je vous reprends à ce moment-là et on voit tout à la fin ce que ça donne niveau consommation. Et mon petit mode B qui m'aide en descente à récupérer un petit peu. Mais le mode B n'est pas extrêmement régénératif, t'as vu? Non, il est dans toutes les voitures du groupe, il a jamais été très violent et c'est vrai que des fois tu voudrais peut-être un peu plus de freinage simplement quand tu relèves le pied de l'accélérateur. Bon, ici il faut toujours utiliser la pédale de frein, quoi. Ouais. Bah, surtout dans ces descentes. Ça aide un petit peu dans tous les cas, ça permet d'anticiper un peu des virages et dans tous les cas le freinage sur le début est toujours, même lorsqu'on appuie sur la pédale électrique, et c'est seulement sur la fin ou lorsqu'on a besoin de gros freinage où ce sera mécanique. Donc si vous débrouillez bien, on peut faire 200 000 km avec ces plaquettes d'origine. Ça c'est si vous êtes bon. Peut-être plus, j'en suis sûr, même si tu anticipes vraiment. Ouais, j'imagine que ça dépend de la voiture, mais c'est sûr qu'avec une voiture qui a un freinage régénératif qui fonctionne bien, il y a moyen que tu fasses vraiment des grosses distances avec les plaquettes d'origine. Ouais. Complètement. En tout cas, même pour la ville et haute, c'est agréable, c'est assez silencieux. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'entend pas le bruit piéton. Il y a certaines voitures où tu l'entends, de la résonance dans la voiture. Là, on n'entend pas du tout. Et puis ce côté silencieux lorsqu'on a l'arrêt. Ouais, c'est quand même super agréable. Moi, je trouve ça top. Et en plus, donc il y a les aides à conduite. Je vous teste ça juste après parce que sur les petites routes comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Allez, c'est parti, on va se mettre sur du plus roulant. Donc ici, on a de la route à 70, 80, 90. Donc à 70, déjà moi ce que j'aime faire, c'est me remettre mes aides à la conduite. Grâce au petit volant ici, j'ai le centrage de voie, conduite de niveau 2. Comme on disait hier, sur le V9. Moi j'adore ça. Tu vois, surtout sur ce genre de route où il y a des radars, etc. Bah, je trouve que déjà, moi ça m'apaise psychologiquement. Parce que je sais que je ne vais pas dépasser la vitesse, ça me force pas à aller plus vite. Le régulateur s'occupe tout bien. S'il y a quelqu'un qui ralentit devant, ça ralentit. Ouais, c'est clair. C'est quand même pas mal pour les petites zones de danger. Ouais. Et surtout quand c'est bien tracé comme là, tu vois, c'est vraiment le top. Enfin regarde, là je touche à rien. Plutôt fluide, il a pris sans trop d'hésitation. C'est correct. Donc là on est à 70 km/h. Donc il faut reprendre les mains bien sûr au bout d'un moment. On a un petit peu de remontée de bruit de roulement, mais c'est pas non plus l'idéal quand il pleut, parce qu'on entend un petit peu les gouttes et autres. La sonorisation est pas trop mauvaise au final, pour une petite citadine. Ouais, c'est pas mal. Donc on a un goudron qui est quand même bien propre ici. On va voir ce que ça donne quand une voiture passe. Bon, ça va, c'est pas déconnant. Ouais, non. En effet, pour une citadine, c'est bien correct. Complètement. Donc là, il y a encore la police, donc justement, toutes ces aides, moi je trouve que c'est bien. En plus, il nous a pas prévenu pour l'autre par contre. Donc non, là, mais lui, je pense que c'est un fixe. Regarde, c'est un tronçon même. Un tronçon. Exactement. Donc on va pas déconner. Et moi, je trouve que le petit abonnement, ça reste un petit plus quand même dans la voiture que tu peux avoir. C'est pas mal, ouais. Et là, un gros tronçon. Surtout si par exemple il y a des gens qui ont des téléphones qui sont pas compatibles Android Auto ou des trucs comme ça, où t'as pas ton Waze tout le temps. Ouais. C'est vrai que c'est pratique. Complètement. Non, c'est un héron cendré. Énorme. Non, je trouve ça agréable pour les petites routes comme ça. On a vu tout à l'heure même sur des routes un peu plus dégradées. On est vraiment pas mal. On voit que c'est 80 ici, donc on va monter. Ça monte de 5 en 5 lorsqu'on reste appuyé. On va aller se mettre à 80. Ah mais il y a tronçon et radar là en plus. J'ai peur. Il y a un fixe en plus. Ah ouais. Je me remets à 70 parce que j'ai peur. Ils sont joueurs. J'ai jamais confiance. Bon, si t'es à 80 en régule, normalement il se passera jamais rien. Mais attends, c'est radar tronçon et dans le tronçon il y a un radar et juste après le tronçon t'as un radar mobile. C'est clair. Ça va l'état là? Là c'est du viol, clairement. Disons que c'est plus de la prévention, c'est de l'excès de zèle quoi. Oui, c'est du racket même. Et bien. Parce que 3 radars sur 1,5 km, bon. Bon, à 80. On entend juste un petit peu plus de bruit de roulement, très légèrement. Bon, ça reste franchement agréable. Hein. Il n'y a pas de bruit d'air. Je me souviens que dans la 208, il y avait un bruit d'air au niveau de la baie de pare-brise. C'était un peu
C'était un peu chiant. Et là, au final, je le retrouve pas, donc c'est agréable. Et là en plus on a le toit panoramique. Et en plus, il y a le toit panneau, ouais, c'est vrai. Et je trouve ça bien insonorisé pourtant avec le toit. Et donc vous savez, comme je vous explique à chaque fois, si on tire le rideau, ça insonorise un petit peu plus puisque justement le tissu filtre un peu les bruits et ça évite la réverbération dans l'habitacle. Mais non, franchement je trouve ça bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est agréable. Et puis c'est vrai que là avec le soleil, ça fait du bien d'avoir ce genre de toit vitré. Il est vraiment grand en plus. Dans ce genre de voiture c'est rare. Hein. Ouais. Je crois, la 208 je suis pas sûr qu'elle est. Hein. Ah, bonne question, Ça, je sais pas. je pense pas. À vérifier, mais. N'hésitez pas à me dire si vous savez si dans la 208 il y est, mais il me semble pas qu'il y soit. Et j'avoue que moi je suis content. Luminosité, plaisir. Nico content. Très facile de moi content. Un intérieur clair, de la luminosité, quelque chose de confortable avec des aides à la conduite. Moi content. Alors Jalil a pris le volant. Là on est sur une route à 90. Depuis tout à l'heure on roule, on a fait 75 km, on a 15,5 de moyenne, ce qui est plutôt bien. Ouais, c'est clair. Surtout qu'on était parti sur une moyenne assez haute puisqu'on a fait plein d'allers-retours, des photos, etc., des accélérations. On était monté jusqu'à 25 kWh. Après on fait que de la route à 80, 70, 90 maintenant. Ça reste plutôt bien. Et on a fait quoi, presque 10 minutes de ville quand même. Ouais, quasiment. Aussi. Donc non, c'était bien. On a traversé Blois, très joli Blois et Amboise, très beau coin en Loire. Et là 90, donc sur un goudron, vous savez ceux qui on voit un peu les graviers. On entend plus de bruit de roulement cette fois-ci à 90. Au niveau du bruit du vent, ça reste toujours hyper bien contenu. Ouais, c'est pas mal. Même niveau bruit de roulement, enfin là on peut totalement parler sans élever la voix. Hein. C'est audible, mais c'est pas trop gênant quoi. Et la route est magnifique en plus, enfin, j'adore. C'est une route qui donne envie de rouler très très vite, ça. Ouais. D'ailleurs, faut que je fasse attention parce que tu te fais vite embarquer. Exactement. Mais non, c'est confortable et même niveau conducteur, là, ça fait une petite demi-heure que je suis en passager. C'est agréable. Franchement, on est bien dans cette Corsa. Ouais, c'est sûr. Ça reste une bonne voiture, quoi. Bonne petite voiture de ville qui fait ce qu'on lui demande bien comme il faut. Exactement. Et depuis tout à l'heure, on écoute la musique et le son est quand même vraiment très correct également. Hein. Oui, c'est vrai. Faudrait regarder. On a la finition GS, quelque chose, GS. Et du coup, c'est la finition haute. Donc il y a peut-être une sono un peu meilleure que sur l'entrée de gamme. C'est possible. Mais franchement, c'est pas mal, ouais. Avec la radio DAB, on se fait plaisir. Et ben, on continue. Et puis, je vous reprends sur un petit bout d'autoroute juste après. Bon, on est arrivé sur une petite route où il n'y a absolument personne. On va se tester un petit 0 à 100. C'est parti, en mode sport. Ça y va très progressivement. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Comme je vous disais tout à l'heure, ça commence à être sympa. C'est pas extraordinaire, mais ça y va bien. Jalil, t'es prêt? On va se faire un gros freinage, un 100 à 0. Vas-y. Je me mets au milieu de la route et... ça freine plutôt bien. C'est humide encore, ça reste gras. Il y aurait plein de trucs qui ont volé un petit peu. Ouais, mais c'est pas très grave. Et ce que je trouve assez impressionnant avec cette voiture, c'est que elle n'a pas plongé. Ouais, c'est vrai qu'elle est restée assez stable. Elle reste bien stable. Là, on va avoir une petite succession de virages. On va voir ce que ça donne. Elle reste quand même bien à plein. Hein. C'est hyper agréable. Alors, on n'a pas une direction qui renvoie énormément d'informations, mais franchement, sans y aller trop vite non plus, parce que ça reste gras, et ce serait dommage de se prendre un poteau et finir dans les champs. J'ai pas envie de savoir ce que c'est comme culture ici, mais ça y va bien. Et franchement, même quand on y va plus brutalement, alors que c'est gras, ça tient bien la route. Je suis quand même assez bluffé. C'est une bonne auto. Hein. Ah non, carrément, c'est clair. Ça faisait longtemps que j'ai pas essayé d'Opel et franchement, c'est sympa pour une citadine comme ça de se dire que en fait c'est très valable en dehors de la ville aussi. Complètement. Ouais, elle est franchement dynamique et c'est bien plaisant. Bon, autoroute, on s'est arrêté sur une petite aire, moyenne à 16,2 kWh pour le moment sur 110 km. Ce qui est plutôt correct au final. On a fait quelques petites accélérations et autres. Après, on a roulé quand même plutôt cool. C'est pas mal. Donc là, je suis en mode normal. Ça veut dire qu'on est à 100 chevaux et je vais me faire une accélération 0-130. Alors, on sent qu'il y a une différence complètement avec le mode sport. 60, 74, 86, 95, 102, 105, 110, 115, 120, 124, 127, 130. 130. Régulateur. 130 km/h.
aide à la conduite, pas content. Hop, on double. Je les ai désactivés, hein. Ouais. Je les réactive. Hop, je réactive. Pas content. 130 km/h. Là, cette fois-ci, on a un petit peu de bruit du vent, ce qui est tout à fait normal, à 130. Ouais. Camion, voiture autour de nous. On entend un petit peu, mais ça reste plutôt correct hein, pour ce genre de voiture. Les clignotants sont très très hauts. Je ne faisais pas forcément attention que j'avais deux mains en haut. Mais par exemple sur l'autoroute, moi j'aime bien mettre mes mains un peu plus basses. Il faut aller chercher un petit peu haut. À 130, on entend peu les bruits de roulement, on entend plus surtout les bruits du vent. En fait, il n'y a pas d'endroit particulier, c'est même pas forcément que du pare-brise, que des rétros. En fait, c'est un petit peu, je sais pas si tu penses comme moi, mais c'est un peu une sphère tout autour. Des fois, on a souvent que pare-brise ou que rétro. Moi j'entends bien les rétros quand même. T'entends bien. Mais... Moi, j'entends un peu aussi le haut, là, le toit, toit vitré. Ouais, clairement. Mais ça reste assez homogène comme bruit. En fait, il n'y a pas de forcément plus fort trop d'un côté que de l'autre. Et après, on est parti de zéro, donc le temps de s'y faire petit à petit, vous savez, on se fait un petit peu au bruit avec l'habitude. Et également, quand on se met un petit peu de musique, ça fait la différence. Mais non, c'est plutôt bien. Franchement, jusqu'à là, je trouve qu'elle se comporte bien et qu'elle se débrouille bien sur vraiment tout type de route. Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, les citadines récentes, en fait, comme ça, sont devenues des voitures assez polyvalentes. Avant, il fallait vraiment passer sur une compacte pour avoir une voiture qui sait un peu tout bien faire, etc. Là, maintenant, il y a largement assez de performance et c'est largement assez confortable pour que tu puisses tout faire avec de manière facile, quoi. Après, c'est juste la place dont tu as besoin qui fait que tu vas prendre ça plutôt qu'autre chose. Exactement. C'est vrai que là, bon, niveau place, ça reste quand même assez restreint, comme vous avez vu quand j'étais à l'arrière. Alors, je tiens bien, mais bon, on est quand même assez étriqué quand même dans la voiture, surtout pour des grandes personnes, 5 grands adultes. C'est pas forcément l'idéal. Mais après, hein, comme on dit, hein, c'est à l'époque ils roulaient tous avec des petites voitures comme ça. Il y a des gens qui partaient de France et qui allaient à l'autre bout de l'Europe et ils le faisaient bien. Donc c'est juste que petit à petit on s'habitue à avoir des voitures de mieux en mieux, mais ça reste pas impossible de le faire, quoi. Et c'est également selon les bourses de chacun. Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres et on n'est pas obligé d'avoir le tout dernier Range Rover pour faire de la route, quoi. Et là, niveau consommation en instantané, alors c'est en légère montée, alors c'est difficile avec l'électrique. Mais par exemple, là en étant à 130, on est à 27, alors que c'est en légère montée, il n'y a pas vraiment de place et soit ça monte, soit ça descend. J'aimerais bien faire un plus long trajet pour voir ce que ça donne vraiment sur l'autoroute. Mais là, ça m'indique qu'il reste 216 km restants et on a fait 117 km. Donc par rapport aux 400 annoncés au début, on a quand même déjà perdu pas mal. Là c'est à peu près plat. Non, je suis plus sur le bon truc. Ah non, ça remonte. C'est difficile à vous donner les statistiques en fait sur une moyenne. Bon alors, on a fait sur l'autoroute. Ah merde, il me cache le truc là. Bon, 10 km, 18,9 de moyenne sur autoroute en étant à 130, c'était plutôt plat. Et j'ai pas été gêné, donc on va dire en gros 19 kWh au 100 en étant à 130 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est donc avec le nouveau moteur et la nouvelle batterie qui consomment vraiment moins que ce qu'il y avait avant. Plutôt efficace. Après, n'oublions pas que nous avons une batterie que de 51 kWh. Donc, on va dire 19 de moyenne, on va dire 20 pour faire grosso modo. On fait 20 x 2, ça fait 40. On n'utilise jamais jusqu'à 0% la batterie, surtout sur autoroute, parce que imaginez-vous le chargeur il fonctionne pas, il faut aller à celui d'après. On se garde toujours une petite marge de tolérance, ou on va pas aller à 0% puisque c'est pareil, c'est pas très bon pour la batterie. Donc on va dire si on fait 200 km sur autoroute, ce sera un petit peu le max. Après, c'est pas forcément fait pour faire de l'autoroute tous les jours. Ça reste une voiture assez compacte, c'est une petite citadine. Par contre, comme on a pu le voir, lorsqu'on l'utilise au quotidien sur une petite route de campagne en ville, ça consomme vraiment pas grand chose. Et ça reste une bonne auto, enfin au final, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je vous fais le petit débrief conclusion ici.
bonne voiture, un châssis plutôt correct, une bonne tenue de route. Au niveau des consommations, c'est correct si on ne fait pas de l'autoroute. Même sur autoroute, ça reste correct, mais c'est pas fait pour faire de très longs trajets. Si vous voulez descendre à Marseille, à partir de Paris avec cette voiture, il faudra quand même compter pas mal d'arrêts. On a un chargeur 100 kW. Alors c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, puisque maintenant on tourne sur les bonnes voitures à 200, 250. Ça va arriver petit à petit, hein, sur les voitures de plus petits gabarits comme ça et qui coûtent un petit peu moins cher. Même s'il y en a qui sont aux alentours du prix de cette voiture et qui chargent beaucoup plus vite et qui sont plus grosses. Pour moi, ce serait peut-être juste le tarif qui est un petit peu élevé pour cette voiture, surtout celle-ci avec une finition plutôt sympa. Personnellement, je ne prendrais peut-être pas ça, mais ça reste une bonne auto. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça et comme ça. Et Jalil aussi, regarde, montre aux gens comme ça. Voilà. Si Jalil le dit, mets le pouce bleu. On n'a pas le choix. Et à vous abonner en bas. On est bientôt 100 000 ou on est peut-être déjà 100 000 quand vous regardez cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et puis vous me mettez dans les commentaires s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye. Et comme d'habitude, j'essaye de faire au maximum. Bon allez, à bientôt. Ciao. Bye bye.